Doudou Niang Diop, donc PCA de la SAPCO, président de l'ONITS, Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais, et acteur investisseur dans le secteur touristique depuis plus de 30 ans. Bon, de toute façon, c'est pas le problème des visas, de la réciprocité des visas, c'est pas une nouvelle donne. C'est pas une nouvelle donne parce que le gouvernement précédent de M. Macky Sall l'avait mis en route. Je pense que c'était en 2012. C'est à l'époque où c'était M. le ministre Youssou N'Dour, ministre du Tourisme de l'époque. Et ça a été appliqué et mis en œuvre. Bon, alors, il y a eu à l'époque beaucoup de réactions venant des acteurs, venant aussi de quelques TO, les tours opérateurs, donc ce sont les voyagistes qui sont dans les marchés émetteurs. Comme quoi, ça allait impacter négativement sur les recettes du tourisme. Moi-même, à l'époque, j'avais fait un article dans Jeune Afrique en disant qu'effectivement, il y aura une baisse de recettes probablement dans la décision de la réciprocité, mais j'étais très prudent, vu à l'époque aussi ma position sur l'exercice même du tourisme dans notre pays. Donc, tout le monde savait qu'il était un tourisme de masse qui s'était développé. Et donc forcément, j'avais parlé des petites entreprises pour le tourisme intégré, que ça allait impacter. Parce que dès l'instant que nous recevions les résidus de la distribution des marchés émetteurs. Pourquoi? Parce que par manque de représentation dans ces foyers émetteurs-là. Bon, alors, maintenant, dans le DPG, mais ce n'est pas nouveau, parce que je pense que dans les idées qui ont été lancées déjà par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et dans la politique, dans les programmes même de campagne, on avait sous-entendu que la réciprocité va être respectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays qui nous imposent le visa, bon, les ressortissants aussi doivent présenter un visa pour rentrer dans notre pays. Bon, c'est une légitimité, c'est quelque chose de très naturel. Bon, maintenant, est-ce que la question qu'il va falloir se poser, est-ce que parce qu'on doit maintenir des recettes venant du tourisme, qu'on ne peut pas appliquer une décision politique gouvernementale, surtout quand on parle de rupture systémique. Voilà, donc c'est cette question qu'il va falloir se poser. Bon, alors, l'histoire des visas, bon, moi je pense que nous sommes dans un pays souverain. Le tourisme d'affaires marche très bien. Donc, quelqu'un qui vient au Sénégal et qui va au consulat du Sénégal de son pays d'origine, ou en fait une représentation de notre consulat dans son pays d'origine, et qui demande un visa pour venir, pour faire des affaires dans notre pays, je pense que c'est pas trop lourd. C'est pas ça qui va dominer les affaires pour les hommes d'affaires qui viennent au Sénégal. Donc quand on parle maintenant de perte de recettes, ça sera peut-être avec le tourisme de masse, parce que je pense aussi que le touriste qui vient d'Europe, ce qu'on appelle le package direct, hein, le dynamic package, bon, je pense que celui-là, ça ne doit pas non plus le gêner,
de programmer, de venir au Sénégal et puis d'aller chercher son visa et de venir faire sa découverte. Maintenant, le tourisme de masse, c'est peut-être de là qu'on va parler, mais est-ce qu'aujourd'hui, notre politique, est-ce qu'il est orienté vers ce tourisme de masse là? Parce que le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ils ont bien dit et insisté de promouvoir d'autres formes de tourisme qui étaient négligées chez nous, c'est-à-dire le tourisme religieux, le tourisme responsable, qui entretient les ressources et qui entretient les ressources naturelles et qui en même temps crée des ressources additionnelles. Bon, il y a toutes ces formes de tourisme qui ont développé d'autres pays comme le nôtre, qu'il va falloir plutôt s'orienter et remonter les manches et essayer. Maintenant, ce qu'on va perdre peut-être, selon moi, dans ces recettes, ces manques de recettes en instaurant le visa, on peut peut-être le rattraper dans d'autres créneaux. Bon, et puis, je crois aussi que vous allez en Arabie Saoudite qui pratique le tourisme religieux. Vous savez que pour y aller, il faut un visa. Hein, il faut essayer d'organiser, guider et contrôler. Bon, il faut dire que moi je pense que le problème de visa, c'est vrai que pour certains ça va être un inconvénient, mais pour l'économie nationale, ça va être un gain. Ça va être déjà une solution pour résoudre tous ces problèmes de résidence non contrôlée qui pullulent partout, qui foisonnent partout dans le pays. On ne sait pas qui vient, qui rentre, ça appartient à qui, on ne sait pas. Bon, donc ce visa va régler aussi beaucoup de problèmes de sécurité, par exemple. Bon, maintenant, à l'époque où on l'avait mis, on avait une politique gouvernementale, c'est-à-dire vers les années 2012, une politique gouvernementale qui n'avait pas déjà mis en place une politique touristique. Vous savez bien, moi, si on va un peu lire ce que j'ai, enfin, mes opinions dans le tourisme de mon pays, j'ai toujours dit que parfois, le tourisme de masse, qu'est-ce que ça rapporte? Et les chiffres statistiques, où est-ce qu'on peut les vérifier, etc. Bon, je pense déjà en instaurant le visa, on a déjà là un outil de comptabilisation, etc. pour qui vient faire des affaires, qui vient pour le tourisme de loisirs, qui vient pour le tourisme synergétique, qui vient pour le tourisme de découverte, etc., ou qui vient pour la pêche, parce que normalement, on va, dans le visa, on va bien dire quelle est votre destination, qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez habiter, par exemple, où est-ce que vous allez résider. Ça, il va falloir question de bien le stipuler dans le visa. Bon, donc voilà, il y a cette notion de sécurité déjà qui est réglée, cette notion aussi de pouvoir faire les statistiques peut-être correctement. Alors, le problème de mise en œuvre, bon, c'est pas... Moi, je pense que les pays de la CEDEAO, hein, bon, on est dans un groupe, dans un espace communautaire où on n'a pas besoin de ça. Bon, alors, moi, je pense qu'il faut aller vers cette décision du gouvernement de mettre en application et de ne pas le faire à moitié ou avec des connotations un peu exagérées. Hein. Il faut savoir que voilà, la réciprocité, c'est quelque chose de naturel et puis de normal quoi, dans la vie. Bon, moi je suis un acteur, hein, très franchement, qui croit aux potentialités de mon pays. Bon,
il faut que les Sénégalais arrêtent tout le temps de dire est-ce que l'autre ne va pas marcher mieux que nous. Mais pourquoi on a ces problèmes? Bon, on a ces problèmes, à la limite, je vais dire, d'infériorité. Bon, simplement parce que nous n'avons jamais eu de politique touristique. Ces pays-là, ils ont des politiques touristiques. Moi, je suis allé en 2005 avec Feu Ousmane Masseck Ndiaye au Maroc, donc assister des assises. Ils avaient déjà mis une politique touristique pour tout ça. Mais aujourd'hui, le Sénégal vient seulement de se doter d'une politique touristique avec le nouveau gouvernement. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on est sûr de nous-mêmes et de nous-mêmes créer, de choisir le tourisme que l'on veut dans notre pays. Parce que par A ou B, on va démarrer par ça et être décomplexé, de dire, bon voilà, le Cap-Vert, ceci. Bon, le Maroc n'a pas plus de potentialité que nous. Tout le monde le sait, hein, en Afrique de l'Ouest et un peu du Nord, nous avons beaucoup d'atouts. Hein, donc nous devons compter sur nos atouts, asseoir une politique touristique applicable et profitable. Moi, je pense que c'est là la direction. Mais pas rester aussi à dire, oui, ben, est-ce que les autres ne vont pas, est-ce que nous, on ne fait pas comme les autres, ou, etc. Non. Bon, il y a des cas pratiques qu'on peut, par exemple, prendre sur le Maroc. Hein, comment le Maroc fait pour récupérer sa taxe de valeur ajoutée, bon, qui est fabriquée en dehors du Maroc, bon, chez les voyagistes, hein, parce que le client paye là-bas. Et comment le Maroc fait pour se rattraper de ce chiffre d'affaires qui n'est pas rentré dans son pays. Par exemple, des cas comme ça, on peut... moi, j'en ai discuté avec quelques professionnels marocains et eux, ils arrivent. Mais nous, jusqu'à présent, on n'a pas la recette, par exemple. Bon, déjà, on parle de visa et on dit tout de suite, oui, ça va grever les recettes, par exemple. Mais on ne parle pas comment on fait maintenant pour récupérer, nous, la valeur ajoutée qui a été fabriquée en dehors de notre économie. Bon, parce que le touriste, il vient ici, quand même, il a payé dans les foyers émetteurs. Bon, et quand il vient, c'est les accessoires. Hein, il a de l'argent de poche pour les accessoires. Comment on peut récupérer cette taxe au niveau des hébergeurs? Voilà, ça, par exemple, ce sont des questions à se poser. L'autre élément également... Oui, je pense que c'est dans ce cadre-là que, dans la DPG, on parle de diversification du marché, diversification de l'offre, en fait. Et c'est là-dedans qu'on va trouver les micro-marchés qui sont très importants dans notre secteur. Bon, il y a ce qu'on appelle des marchés niches au Sénégal que nous, on ne les exploite pas. Alors, ce sont toujours, c'est toujours l'étranger qui le découvre et qui en bénéficie. Donc, aujourd'hui, c'est les Sénégalais, les nationaux, hein, qui doivent occuper cette place du tourisme de niche. Bon, il y a aussi un grand vecteur qui peut être le tourisme religieux, comment les organiser, comment les héberger, comment faire des circuits touristiques religieux. Vous savez, on a beaucoup de potentialités. Hein. On vient d'installer un statut de Lat Dior ici à Thiès. Il faut remonter, faire les traces, le circuit de Lat Dior, de cher Anta Diop, qui est ici je pense qu'à 30 minutes, on est déjà à Teitou, hein, pour découvrir tout ça. Il faut qu'on y aille, et puis tant d'autres et tant d'autres. Hein. Bon, vous savez, c'est avec une bonne politique de développement du tourisme intérieur, hein, parce que là, dans le référentiel, on parle aussi de développement du tourisme intérieur. Je crois qu'il y a des programmes qui sont déjà mis en place par les personnes assermentées. Il y a l'Agence sénégalaise de promotion touristique et puis d'autres, hein, qui sont en train de travailler là-dessus. Et je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faut se diriger et avoir, à la limite, moi je vais dire, notre identité touristique.
Parce que le Sénégal, quand on regarde bien depuis un demi-siècle, d'ailleurs je l'ai dit dans mon livre, Sénégal, le tourisme, bon, quand on regarde, ce sont les étrangers qui sont venus mettre leur façon de faire le tourisme chez nous. Bon, alors, est-ce qu'il n'est pas temps que le Sénégal se dote de son identité touristique, de son identité culinaire, qui accompagne le tourisme, et de gérer lui-même ses circuits touristiques et historiques? Non, bon, il est vrai que moi je disais aussi dans l'époque, on dit, oui, bon, le billet d'avion est cher. Mais pourquoi il est cher? Justement parce qu'on manque de capacité d'accueil. Hein. Capacité d'accueil au Sénégal. Vous venez à Thiès, il y a 4 grands hôtels. Hein. Bon, vous allez à Diourbel, il y en a combien? Peut-être 1 ou 2, etc. Bon, il n'y a qu'au niveau de la Petite Côte qu'il y avait un amas d'hôtels qui était l'offre. Et dans cette offre-là, on a bien vu comment ça s'est aplati, parce qu'un tiers est tombé en faillite. Vous allez de Nianing à Joal, à partir de Warang, bon, c'est des destinations en déclin depuis pratiquement 15 ans. Hein, bon. Donc moi je dis, voilà, il y a autre chose à faire pour développer le tourisme intérieur, les tourismes de niche. Donc on manque de capacité. Bon, j'espère que d'ici les Jeux Olympiques qui vont venir, hein, heureusement qu'il y a des nouvelles structures là qui sont en train d'être mises en place. Le président de la République en a inauguré une il n'y a pas longtemps, et ce sont des Sénégalais qui l'ont mis sur place. Il faut que les Sénégalais aussi s'y mettent. C'est une économie à forte valeur ajoutée, le tourisme. Il faut qu'ils y investissent. Bon, regardez, par exemple, moi j'ai toujours grincé les dents en disant, mais attends, quand on nous parle de Théo, on nous parle toujours de Théo hors pays. Bon, Théo, c'est quelqu'un qui s'engage à ramener les touristes chez nous. Bon, alors, la difficulté du Sénégal, vous savez, vous avez parlé du Maroc justement, mais le Maroc, pourquoi le Maroc remplit, pourquoi le Maroc atteint ses objectifs en termes de fréquentation? Parce que c'est l'avion qui amène les clients, les touristes. Bon, mais l'avion, il faut faire les allotements 1 an avant. Il faut bloquer des sièges, c'est ce qu'on appelle bloquer les sièges. Bon, le Sénégal, nous, on n'est jamais allé, je dis même pas bloquer un siège, même pas rêver bloquer des sièges pour pouvoir approvisionner le marché. Donc, peut-être que petit à petit, ce sont des paramètres qu'on devra mettre sur place pour pouvoir aussi parler de tourisme à la limite, à la hauteur des autres là. Hein, voilà. Les perspectives à l'issue du développement, quelles sont les perspectives? Bon, les perspectives, moi je crois c'est ce qu'on vient de dire. Hein. C'est d'abord d'assainir les outils de gestion du secteur. Bon, vous savez que aujourd'hui on a découvert les entreprises publiques, certains et parapubliques, hein, où il y a des goulots d'étranglement à gérer. Bon, je crois que ça fait partie des premières perspectives. Une bonne gouvernance, le PM il l'a dit, hein, dans un des rubriques. Bon, ensuite maintenant, une fois c'est assaini, peut-être aller dans la diversification de l'offre touristique et la création de nouveaux produits. Bon, les nouveaux produits aussi, ça a été dit ici pendant la campagne, c'est par exemple développer les 8 pôles en termes touristiques pour un petit peu que ça ne soit pas concentré dans une partie du pays comme ça fait, parce que ça c'est négatif, ça amène des capacités de charge élevées, et la capacité de charge élevée détruit, est contraire à un tourisme durable. Donc je pense qu'aller vers la Grande Côte, d'ailleurs qui n'est pas loin de là où on est, hein, il y a Mbourkat, bon, au lieu de se le partager, bon, on peut faire du tourisme intégré, créer des nouveaux produits et comme ça diversifier l'offre touristique. Voilà.
Bon, voilà, alors le symposium, ça a été organisé à l'initiative de moi-même en tant que président de l'ONITS. Bon, alors, comme j'ai aussi la casquette de la SAPCO, bon, les étudiants, ils m'ont interpellé et ils m'ont posé leurs problématiques. Leur problématique, c'est quoi? Ils ont le master 2 ou 3 ou la licence, mais ils ont du mal à trouver un stage et ils ont du mal aussi à trouver la pratique, parce qu'il leur manque de la pratique. Bon, tout le monde sait que l'université, ce sont des études scientifiques, il n'y a pas un restaurant ou une cuisine où ils peuvent faire, ou des chambres où ils peuvent faire la pratique. Donc moi, j'ai dit, c'est ça qui leur manque, parce que j'en ai formé quelques étudiants à l'époque, quand j'avais mon hôtel club de vacances à la Somone, et je sais leurs problèmes. Hein. Bon, alors, je leur ai dit, on se retrouve. Donc il y avait les universités de Thiès, de Saint-Louis, de Kaolack, et puis de Ziguinchor, hein, et puis de Dakar aussi, qui étaient venus hein, dans une sorte d'association des étudiants. Et puis on a collecté les différentes problématiques qu'ils ont pour trouver un emploi. Et moi, je leur avais proposé un tutorat. Bon, une formule de tutorat, c'est-à-dire qu'on va prendre des anciens de notre secteur qui sont en retraite, qui ne demandent que ça d'ailleurs, hein, qu'ils viennent. Si on a un espace, on peut faire la pratique. Ce n'est pas compliqué. Hein, ce sont des tables, des chaises, des couverts, etc. Et puis une pièce où on fait la cuisine, là où on peut leur apprendre c'est quoi l'accueil, la réception. Bon, leur faire une formation pas trop prenante pendant 2 ou 3 mois. Comme ça, et leur délivrer un certificat de formation, par exemple. Parce que ce certificat de formation peut venir en appui de leur diplôme. La plupart des diplômés en tourisme, vous allez dans l'administration, ils sont là-bas, mais ils ne savent pas comment ça marche, les différentes prestations dans une structure hôtelière et touristique. Parce qu'ils ne l'apprennent pas à l'université. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a le premier échantillon qui va sortir. On va le démarrer le mois prochain, Inch'Allah. Et c'est le PITS qui est là. Et donc, moi, on est dans l'axe du Sénégal 2050, un pôle d'intégration du tourisme sénégalais. Donc le pôle des Thiès, on en a déjà un qui va être mis en place par l'initiative simplement de quelques acteurs, dont moi. Hein, on va le mettre en place parce que aussi l'État ne peut pas tout faire. Il faut que quelques Sénégalais qui ont quelque chose à donner, quelque chose à appuyer, à contribuer à la nouvelle génération, bon, de le faire. Bon, vous savez, tout ça, c'est des sortes de contributions aussi qui vont aussi bloquer un peu l'histoire des immigrations clandestines, tout ces trucs-là. Parce que les jeunes, tu ne peux pas avoir une maîtrise ou une licence en tourisme et puis rester au banc là-bas parce que l'hôtel ne peut pas te prendre parce que tu n'as pas assez d'ingrédients, je vais appeler ça, qui t'accompagnent pour pouvoir t'insérer dans les normes hôtelières. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on le fait. Et, donc le rôle du PIT, c'est un peu d'aider les étudiants à mettre en pratique ce qu'ils ont appris, mais également de permettre d'ouvrir les portes. Exactement. Et de leur permettre aussi de trouver un stage. Hein. Vous savez, hein, quand vous êtes en formation, bon, parmi nous, hein, il y a certains qui peuvent aussi, par exemple, Babou Diouf, il fait que ça. Il n'est pas connu. Mais sur la petite côte, les petits hôtels et les étudiants qui sortent des écoles hôtelières le connaissent bien. Tous les ans, ils les placent, hein, ils les placent partout, même jusqu'ici à Thiès. C'est une question de bonne volonté. Hein, bon, parce que quand on aime son métier, quand on a de l'amour pour son métier, bon, comme vous voulez que ça perdure, forcément, cette nouvelle génération, il faut les accompagner.